Mes parents m'ont expulsé pour s'emparer de ma maison. En analysant 6 ans de paiement, j'ai découvert leur secret. Vous êtes renvoyé. Ne revenez plus. Cette famille avance sans vous. C'était la voix de ma mère. Calme, maîtrisée, définitive. Les mots m'étaient parvenus via un message vocal qu'elle avait laissé à exactement 21h47 un mardi soir. Il n'y avait eu aucune dispute auparavant, aucun avertissement, juste un message de 31 secondes qui effaçait 27 années passées à être la fille qui payait les factures, couvrait les urgences, et maintenait silencieusement toute la famille debout. J'ai écouté le message 2 fois. Puis, j'ai répondu par un seul mot, d'accord ? Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que d'accord n'était pas une capitulation. C'était une permission. La permission que je me donnais d'arrêter d'être leur filet de sécurité financier. En 72 heures, la fiducie familiale était bloquée. Le plan de refinancement de la maison s'était effondré. Leur avocat a commencé à laisser des messages auxquels je n'avais aucune envie de répondre. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 46 appels manqués et un SMS de leur avocat disant « Nous avons un problème sérieux ». J'ai ri en le voyant. Je m'appelle Serena Dubois. J'ai 27 ans. Et pour comprendre comment tout s'est effondré, vous devez remonter à ce mardi soir d'octobre. La nuit où ce message vocal a changé ma vie. J'étais assise en tailleur sur mon lit dans mon petit appartement de centre-ville, à Philadelphie. Mon ordinateur portable reposait sur un oreiller tandis que je terminais un rapport d'évaluation des risques pour un client dont le portefeuille d'investissement était plein de signaux d'alerte. Identifier le risque avant qu'il n'explose était littéralement mon travail. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon téléphone a vibré sur ma table de nuit. Un appel manqué de ma mère, Nicole Dubois, suivi d'une notification de message vocal. J'ai failli l'ignorer. Ma mère m'appelait rarement directement. Elle appelait habituellement ma jeune sœur, Ashley, qui vivait encore à environ 20 minutes de la maison de nos parents à Ardmore, en Pennsylvanie. Le nom d'Ashley dominait le chat de groupe familial créé il y a 2 Noëls. C'était celui où maman publiait des recettes de gratin et où papa, Steven Dubois, partageait des photos floues d'oiseaux dans le jardin. Je n'étais pas mis en sourdine. J'avais été retiré. Et le nom du groupe avait changé. Il s'appelait auparavant Famille Dubois. Maintenant, il disait simplement nous. Je suppose que cela faisait de moi l'opposé de nous. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai fixé la photo encadrée sur l'étagère à côté de mon lit. Elle nous montrait tous à la remise des diplômes d'Ashley à l'université. Maman souriait fièrement. Papa, la main sur l'épaule d'Ashley. Moi, debout sur le bord extérieur de la photo, à moitié coupé par celui qui l'avait prise. J'aurais dû remarquer le symbolisme plus tôt. Pendant environ 10 minutes, je n'ai pas bougé. Je suis resté assise là, les mains sur mes genoux, tandis que le son de la télévision de mes voisins du dessus filtrait à travers le plafond. Une piste de rire résonnait d'un sitcom alors que ma propre famille votait silencieusement pour m'éliminer du jeu. Mon premier instinct fut le plus ancien. Rappeler maman. M'excuser. Même si je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait de mal. Demander comment réparer les choses. Lisser les choses. Cela avait été mon rôle depuis l'âge de 14 ans, endosser le blâme, réparer les fissures, maintenir la paix. Mon pouce a plané au-dessus du contact de ma mère. Puis, quelque chose en moi s'est arrêté. Peut-être était-ce le ton de sa voix. Ni en colère, ni émotive, juste répété. Ou peut-être était-ce le timing. Plus tôt dans l'après-midi, j'avais passé des heures à recalculer les paiements hypothécaires de la maison familiale à Ardmore, la maison que j'avais aidé à payer, la maison où Ashley dormait dans la chambre principale pendant que je prenais le canapé lit chaque fois que je venais. J'ai baissé mon pouce et j'ai ouvert un message texte à la place. Un mot, d'accord, 5 lettres. J'ai ajouté un point et j'ai appuyé sur envoyer. L'écran a affiché envoyer. Puis rien. Pas de bulle de saisie, pas de rappel, juste le silence. Et ce silence me disait tout. Elle s'attendait à ce que je la poursuive, que je supplie, que j'explique. Quand je ne l'ai pas fait, elle n'avait aucun scénario préparé pour cela. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais le cœur brisé, cette vague a frappé vers 3 heures du matin, nette et brève comme une crampe musculaire. Non, je suis resté éveillé parce que mon cerveau réagissait sous la pression comme il le faisait toujours, il commençait à analyser.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un tableur. Titre, Obligations financières familiales. Colonne A, Serena Dubois. Colonne B, Poste. Colonne C, montant mensuel. Colonne D, durée. Colonne E, total. Puis, j'ai commencé à le remplir. Ce qui est apparu ligne par ligne était le véritable coup d'être la fille fiable. C'était bien plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Le paiement hypothécaire pour la maison d'Ardmore, 1900 € par mois. Je le couvrais depuis 3 ans. Rien que cela totalisait 68 400 €. Leur régime d'assurance maladie privée, 640 € par mois pendant 2 ans et demi, soit environ 21 000 €. La blessure de papa avait mis fin à leur couverture d'employeur, ils étaient donc passés à un régime privé que je les avais aidés à payer. Le prêt auto d'Ashley, la Toyota RAV4 blanche dont elle s'était fièrement vantée sur Instagram avec la légende bénie, 380 € par mois pendant 14 mois, soit environ 6 200 €. Puis il y avait les urgences. Le paiement d'acompte pour la chirurgie de papa, la réparation du toit avant l'hiver. L'acompte de caution d'Ashley quand elle était partie, puis revenue, puis repartie. La facture de dentiste que maman avait commodément oublié de mentionner jusqu'à ce qu'elle arrive en recouvrement. À 2 heures du matin, le tableur était terminé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé le total en gras dans le coin inférieur. 147 000 €. En 6 ans, j'avais donné à ma famille plus d'une année entière de mon salaire, et elle venait de m'effacer avec un message vocal. Mais le chiffre n'était pas la pire découverte de cette nuit-là. La pire partie est venue lorsque j'ai ouvert le dossier cloud où je conservais tous les documents justificatifs. Mon habitude de tenue de dossier méticuleuse faisait de moi une bonne professionnelle. Elle a également révélé quelque chose que ma famille avait clairement oublié. Je ne payais pas seulement pour des choses. J'étais lié à tout. J'étais co-emprunteuse sur l'hypothèque. Mon nom apparaissait sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire et j'étais l'unique fiduciaire de la fiducie de ma grand-mère, Éléonore Dubois, un compte de 92 000 € qu'elle avait laissé pour les dépenses d'éducation et de santé familiale parce que, selon ses mots, j'étais la seule en qui elle avait confiance pour gérer l'argent de manière responsable. Chaque fil financier maintenant la vie de ma famille passait par moi. Elles m'ont dit de partir, mais elles ont oublié quelque chose d'important, j'étais la fondation. J'ai appuyé sur imprimer. La petite imprimante de bureau dans le coin de mon appartement sombre s'est mise en marche, ronronnant tandis qu'elle crachait page après page de reçus, de relevés bancaires et de contrats. Je n'étais pas encore en colère. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, j'étais simplement éveillé. Pour la première fois depuis des années, complètement éveillé. Le matin est arrivé, gris et froid. Octobre à Philadelphie a une certaine lourdeur. Un ciel si plat et bas qu'il ressemble à un plafond pressant sur la ville. J'ai préparé du café sans réfléchir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte courant joint. C'était le compte ménager que j'avais créé 2 ans plus tôt pour simplifier les choses. Paiements hypothécaires, services publics, assurances, factures de routine, tout passait par un seul endroit. Mon argent entrait. Les dépenses de tous les autres sortaient. Le tableau de bord du compte s'est chargé et quelque chose a immédiatement attiré mon attention. L'adresse email de contact avait été modifiée. Mon adresse email avait été supprimée et remplacée par une autre. Je l'ai reconnue instantanément. Celle d'Ashley. Le changement avait été horodaté 2 jours avant le message vocal. 2 jours. Je suis resté assise là, fixant l'écran, laissant cette information s'installer. Ma sœur avait modifié les coordonnées du compte avant que ma mère n'enregistre ce message. Ce message vocal n'avait pas été émotif. Il avait été procédural. Une autre étape d'un plan. J'ai continué à fouiller. Caché parmi les emails de travail dans ma boîte de réception, se trouvait un message transféré de la société de titres gérant la maison d'Ardmore. L'objet disait « Confirmation de modification du bénéficiaire en attente ». J'ai ouvert la pièce jointe. Le document demandait ma radiation de l'acte de propriété, soumis électroniquement par Ashley Dubois, désignée comme représentante familiale autorisée. Je n'avais jamais autorisé qui que ce soit à me représenter. Je n'avais jamais accepté d'être retiré de quoi que ce soit. Mon café est resté intact sur le bureau tandis qu'il refroidissait lentement. Et dans cette faible lumière matinale,
avec mon ordinateur portable brillant et mon téléphone toujours posé face contre terre depuis la nuit précédente, tout a finalement fait tilt. Ashley ne voulait pas vraiment que je quitte la famille. Ce n'était que l'histoire. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était me retirer des papiers, de l'acte, de la fiducie, de chaque document prouvant que j'étais celle qui avait construit la structure financière sur laquelle il vivait. Le message vocal n'était qu'une distraction. Le véritable vol se déroulait dans les archives. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre à mon sujet. Je travaille dans l'analyse des risques. Repérer les schémas de fraude est littéralement ma profession. Ce qui signifiait que ma sœur venait de faire le pire pari de sa vie. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez remonter plus loin. Le message vocal n'était pas le début. C'était la fin. Le début était plus silencieux. Le début, c'était une cuisine. J'avais 14 ans. Ashley en avait 10. Les vacances d'été venaient de commencer lorsque nos parents nous ont réunis à la table à manger pour nous expliquer leur plan. Ashley irait à un camp d'art pendant 4 semaines. Cela coûtait 300 €. Mon travail serait de rester à la maison. Le matin, je la surveillerais jusqu'au début du camp. L'après-midi, je préparerais le déjeuner, ferais la lessive et veillerais à ce que la maison ne s'effondre pas pendant que maman et papa travaillaient. J'ai demandé si je pouvais aller au camp de maths à la place. Le collège communautaire voisin avait un programme pour les étudiants avec de bonnes notes. C'était entièrement gratuit. J'étais qualifié. Maman a secoué la tête. Quelqu'un doit rester ici pour ta sœur. Mais c'est gratuit, ai-je dit. Serena, a-t-elle répondu. Tu es l'aîné. Tu comprends? Et j'ai compris. Ashley avait les étés. J'avais les responsabilités. Mes bonnes notes n'étaient pas quelque chose à célébrer. Elles étaient simplement la preuve qu'un jour je gagnerais de l'argent. Cet automne-là, lorsque j'ai été admise dans le tableau d'honneur, la réponse de maman fut simple, bien. Continue comme ça. L'une de vous devra gagner de l'argent réel un jour. Elle n'a pas dit qu'elle était fière. Elle n'a pas dit que je le méritais. Juste que je serais utile. Cette même année, Ashley a échoué à ses examens de 6e. La maison s'est mobilisée autour d'elle. Papa l'a emmenée manger une glace. Maman s'est assise avec elle pendant 1 heure, lui brossant les cheveux en arrière et lui disant « Tu es plus qu'un score de test, ma chérie. » J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu chaque mot. Personne ne m'a jamais dit quelque chose de tel. Pas parce que j'avais des difficultés, parce que je n'étais pas censé avoir besoin de réconfort. J'étais celle sur qui on pouvait compter, la plus forte, celle qui pouvait gérer les choses. Maman me l'a dit directement une fois. J'étais en 2e année de faculté et j'ai mentionné lors d'un appel téléphonique que je me sentais dépassé. Sa réponse fut simple, tu es la plus forte, Serena. Ashley a plus besoin de moi. 7 mots. Je les ai portés dans ma poitrine comme une brique pendant les 10 années suivantes. Mon premier vrai salaire est arrivé l'été après l'obtention de mon diplôme. J'avais 21 ans. Mes prêts étudiants accumulaient déjà des intérêts et je venais de commencer à travailler dans un cabinet de conseil où les semaines de 60 heures étaient normales. Je me suis senti fier de moi pendant environ 4 heures. Puis maman a appelé. Papa s'était blessé au dos lors d'un travail parce qu'il travaillait techniquement comme sous-traitant. L'indemnisation des accidents du travail ne couvrirait pas les frais médicaux. La facture de l'hôpital était d'environ 2000 €. Pourrais-je aider? J'ai envoyé l'argent ce soir-là. 3 semaines plus tard, Ashley avait besoin de 1200 € pour la compte de caution de son premier appartement. Elle avait 17 ans, presque 18, et était sur le point de commencer l'école de cosmétologie. J'ai demandé prudemment à maman, Ashley a-t-elle de l'épargne? Le silence de l'autre côté du téléphone était aigu. Elle est ta petite sœur, Serena. Elle commence tout juste. Comment peux-tu même demander cela? Alors, j'ai envoyé l'argent. Pendant ce temps, ma propre dette étudiante restait intacte à 38 000 €. Personne n'en a demandé, personne n'a offert d'aide. Cela n'a même pas été discuté. L'hypothèse était simple, Serena va bien. Serena gère les choses. Serena n'a pas besoin d'aide parce que Serena n'en demande jamais. Pendant ma première année après l'obtention du diplôme, j'ai envoyé près de 14 000 € à la maison. Pas en un seul paiement,
mais par morceaux. Quelques centaines ici, 1000 là. Toujours urgent, toujours temporaire, toujours juste cette fois. Finalement, juste cette fois est devenue chaque mois. Et elles n'ont jamais dit merci. Pas une seule fois. Ni dans un message, ni dans un appel téléphonique, ni même à Thanksgiving lorsque j'ai pris l'avion pour rentrer en utilisant une compagnie aérienne à bas prix et que je me suis assise à une table que je finançais silencieusement. Cette même année, mon anniversaire est passé. Maman a oublié. Mais elle a publié une vieille photo d'Ashley sur Facebook cette semaine-là. 2 mois plus tard, l'anniversaire d'Ashley est arrivé et la famille a organisé une fête à la maison. Mon rôle était simple, commander le gâteau, le payer. Cet hiver-là, j'ai passé 9 jours d'affilée à manger des ramen instantanés parce que mon compte bancaire était vide. Je ne l'ai dit à personne. Si je l'avais fait, maman aurait dit que j'exagérais. Et la vérité douloureuse est que je l'aurais probablement cru. 3 ans avant le message vocal, maman m'a appelé avec ce qu'elle décrivait comme une opportunité familiale. Elle et papa voulaient acheter une maison de 3 chambres en périphérie, dans un quartier calme avec de bonnes écoles pour l'arrivée éventuelle de petits-enfants. Elle la décrivait comme un rêve qu'ils avaient mérité. La réalité était beaucoup plus simple. Leur crédit était ruiné. La dette médicale de papa, un paiement de voiture manqué ancien, et un jugement de recouvrement que maman avait ignoré signifiaient qu'aucune banque ne leur accorderait d'hypothèque. Alors elle m'a demandé, signe juste comme co-emprunteur, Serena. Ton crédit est parfait. La maison sera techniquement à mon nom, mais tu seras sur le prêt et l'acte. C'est la maison familiale, a-t-elle continué. Un jour, elle appartiendra à vous deux, les filles. Alors j'ai dit, oui. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai rien demandé d'écrit au-delà des documents hypothécaires officiels. La voix dans ma tête, une voix que ma mère avait soigneusement installée au fil des ans, n'arrêtait pas de répéter la même règle. Les familles n'ont pas besoin de contrat. Si vous en demandez un, cela signifie que vous ne nous faites pas confiance. Et si vous ne nous faites pas confiance, alors vous n'êtes pas vraiment de la famille. Alors, j'ai signé en tant que co-emprunteur sur l'hypothèque, copropriétaire sur l'acte. Maman Nicole Dubois, répertoriée comme propriétaire principale. À partir de ce moment, le paiement hypothécaire de 1 900 € a quitté mon compte chaque mois comme une horloge. Ashley a emménagé dans la maison presque immédiatement. Elle a réclamé la plus grande chambre, l'a décorée exactement comme elle le voulait, et a posté des photos en ligne avec des légendes comme maison, doux foyer. Chaque fois que je lui rendais visite, ce qui n'était pas souvent parce que je travaillais généralement des heures supplémentaires pour payer ses paiements, je dormais sur le canapé-lit dans le salon. Je payais pour une maison où mon lit était un canapé. Environ 6 mois avant le message vocal, quelque chose s'est produit qui aurait dû m'avertir. Lors d'un appel familial, j'ai entendu maman parler à Ashley en arrière-plan. Elle n'avait pas réalisé que j'étais toujours en ligne. Maman a dit, une fois que nous aurons refinancé, nous pourrons retirer des capitaux propres de la maison. Ne t'inquiète pas pour Serena. Je m'occuperai d'elle. M'occuper de moi. Comme un problème, comme une ligne dans un budget. Je ne les ai pas confrontés. Je me suis convaincu que j'avais mal compris. Mais lorsque j'ai raccroché, mes mains tremblaient tellement que le tableur sur mon écran est devenu flou. Ma grand-mère, la mère de maman, Éléonore Dubois, était décédée 4 ans plus tôt. Cancer du poumon, rapide et impitoyable, du diagnostic aux funérailles en seulement 11 semaines. Mais elle était restée vive jusqu'à la fin. 2 mois avant son décès, elle avait mis à jour sa fiducie. Elle avait mis de côté 92 000 € pour les besoins d'éducation et de santé de la famille, et elle avait nommé exactement un fiduciaire pour la gérer. Moi, pas maman. Pas Ashley. Moi. Je me souviens de la vocalisant le document à voix haute. L'expression de maman s'est figée lorsque mon nom a été mentionné. Elle n'a pas protesté au bureau, pas devant l'avocat, mais plus tard dans la voiture, elle a dit doucement, « Ta grand-mère ne comprenait pas comment fonctionnent les familles. Cet argent devrait être géré ensemble. » Je suis la famille, maman, ai-je répondu. Elle n'a pas répondu. Pendant 3 ans, la fiducie est restée silencieuse, intacte. Puis Ashley est venue me voir avec une requête. Elle voulait 15 000 € pour lancer une entreprise de revente en ligne qu'elle avait vu quelqu'un gérer sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas de plan d'affaires, pas de projection, rien d'autre que de l'enthousiasme et un lien vers un fournisseur en gros.
Je lui ai dit non, pas pour la punir simplement parce que les règles de la fiducie étaient claires. Dépenses d'éducation et de santé seulement. Ce n'était pas un fonds de démarrage pour des idées commerciales risquées. Ashley a pleuré. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a appelé maman. Puis maman m'a appelé. Ta grand-mère aurait voulu aider Ashley, a-t-elle dit. Tu es contrôlante. Je suis les termes de l'accord de fiducie, ai-je répondu. C'est littéralement ma responsabilité légale. Ashley n'a pas parlé avec moi pendant 2 mois après cela. Pendant ces 2 mois, un cousin m'a discrètement dit quelque chose. Apparemment, Ashley disait aux parents qu'elle thésaurisait l'argent de grand-mère et que je le dépensais probablement pour moi-même. Je n'ai pas pris la peine de corriger l'histoire. J'étais trop fatigué pour combattre les fantômes. Mais ce qui comptait le plus était autre chose. Quelque chose que je n'avais pas réalisé à l'époque deviendrait plus tard ma preuve la plus solide. 2 mois avant le message vocal, Ashley m'a appelé à l'improviste. Elle a dit qu'elle voulait régler les choses entre nous. Sa voix sonnait inhabituellement chaleureuse, presque affectueuse, comme les sœurs dans les séries télévisées se parlaient. Nous avons parlé pendant environ 40 minutes, et vers la fin de la conversation, sa garde est tombée. Ou peut-être est-elle simplement devenue négligente. Honnêtement, Serena, a-t-elle dit avec désinvolture. J'ai juste besoin que tu te retires de la fiducie et de l'acte. Une fois que cela se produira, tout deviendra plus simple pour tout le monde. Elle l'a dit comme si c'était parfaitement raisonnable, comme demander d'effacer mon existence de ma propre vie était une faveur que je devrais être heureuse d'accorder. Ce qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir, c'est que l'appel était enregistré. Non pas parce que j'avais prévu de la piéger. Enregistrer de longs appels téléphoniques était devenu une habitude professionnelle pour moi. Mon téléphone enregistre automatiquement toute conversation de plus de 10 minutes avec certains contacts, y compris les membres de la famille. L'application annonce l'enregistrement avec une brève tonalité de notification au début. Ashley ne l'a pas entendu ou ne s'en est pas soucié. Lorsque l'appel s'est terminé, j'ai sauvegardé le fichier à 3 endroits, le cloud, une clé USB et un email à moi-même étiqueté au cas où. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je revenais sans cesse à une question, pourquoi Ashley avait-elle tant besoin que je disparaisse? Nous avions grandi dans la même maison. Je préparais ses déjeuners quand maman travaillait tard. J'étais co-emprunteuse sur le prêt de sa première voiture. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu le méchant dans une histoire qu'elle racontait à tout le monde. Je ne comprends toujours pas tout. Peut-être que vous le comprenez. Si vous avez déjà été celle sur qui tout le monde compte jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin, pourquoi pensez-vous que les gens se retournent contre vous comme cela? Dites-le moi dans les commentaires. 2 jours après le message vocal, mercredi matin, je suis entré dans mon bureau avec l'air d'avoir dormi dans une déchiqueteuse. Mon collègue Daniel Brox l'a remarqué immédiatement. Daniel avait 7 ans de plus que moi, un expert comptable avec un tempérament calme et analytique. Les clients lui faisaient confiance parce qu'il pouvait regarder le désordre financier le plus laid imaginable et rester complètement composé. Nous avions travaillé ensemble sur des douzaines d'audits. Ce n'était pas le genre de personne qui s'immisçait dans la vie des autres, mais ce matin-là, il l'a fait. J'étais allé à la salle de pause pour prendre un café. Quand je suis revenu, Daniel se tenait à côté de mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur portable, pas assis, debout là comme s'il s'était arrêté en plein milieu de son pas. Mon tableur était toujours ouvert. Obligations financières familiales, Serena Dubois. Le total était en gras en bas. Il a regardé l'écran, puis moi. Serena, a-t-il dit doucement. Je ne veux pas outrepasser, mais ce tableur, est-ce de l'argent que des gens vous doivent ou de l'argent que vous leur avez donné? Je pouvais mentir. Je pouvais dire que c'était un dossier client ou un exemple hypothétique. Mais j'avais dormi 4 heures en 2 jours, et le poids de prétendre que tout allait bien depuis une décennie s'était finalement fissuré. Alors je lui ai dit, pas tous les détails, juste le contour, le message vocal, le fait d'avoir été retiré du chat de groupe, la maison, la fiducie, le chiffre en bas du tableur. Daniel n'a pas réagi comme la plupart des gens l'auraient fait. Il n'a pas halté ou maudit, ou dit à quel point tout cela semblait terrible. Il est simplement devenu silencieux. Et quand Daniel Brox se tait, cela signifie qu'il réfléchit. 10 secondes se sont écoulées. Daniel Brox a dit quelque chose qui a complètement changé ma façon de penser. Serena, a-t-il dit prudemment. J'ai été exactement là où tu es.
Les détails étaient différents, mais la structure était la même. Mon père a fait quelque chose de très similaire quand j'avais 29 ans. Il a fait une pause avant de continuer. Et le conseil que j'aurais aimé que quelqu'un me donne à l'époque est celui-ci, tu n'as pas besoin de le rappeler. Tu as besoin d'appeler un avocat. Il a pris une note autocollante, a écrit un nom et l'a fait glisser sur mon bureau. Laura Bennett, avocate spécialisée en immobilier et en fiducie. Un numéro de Philadelphie était écrit en dessous. J'ai regardé la note, puis je suis revenu vers lui. Elle est bonne, a ajouté Daniel doucement. C'est elle qui m'a empêché de perdre ma maison. J'ai glissé la note dans mon portefeuille. Elle y est restée pendant exactement 7 heures. 7 heures, c'est le temps qu'il m'a fallu pour découvrir la pièce suivante du puzzle. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai rassemblé tous les documents que j'avais et je les ai examinés de la même manière que j'analyserais le portefeuille financier d'un client. Lentement, ligne par ligne, à la recherche de tout ce qui ne correspondait pas. J'ai rouvert l'email de la société de titres, celui demandant ma radiation de l'acte de propriété. Je l'avais vu ce matin-là, mais je n'avais pas examiné attentivement la pièce jointe. Maintenant, je l'ai fait. Le formulaire lui-même était standard. Une demande de modification de bénéficiaire. En bas se trouvaient 2 lignes de signature. Une pour Nicole Dubois, répertoriée comme propriétaire principale. L'autre pour Serena Dubois, copropriétaire. Les 2 lignes étaient signées. J'ai zoomé sur ma signature. Mon estomac est devenu froid. À première vue, cela semblait convaincant. Celui qui l'avait fait avait clairement étudié mon écriture. L'inclinaison correspondait. La taille correspondait. Même la petite queue que je laisse à la fin du N de Serena était copiée. Mais un détail était faux. Le O est dans Dubois. Lorsque je signe des documents rapidement, j'écris mon O majuscule avec une légère boucle ouverte. C'est une habitude que j'ai développée après des années de signature de documents financiers. Le O sur ce formulaire était fermé. Un détail minuscule, le genre de détail que seul moi remarquerais. Mais cela signifiait une chose. Quelqu'un avait falsifié ma signature pour me retirer de l'acte d'une maison à laquelle j'avais déjà contribué à hauteur de plus de 68 400 €. J'ai vérifié les informations de soumission jointes au document. Soumis électroniquement par Ashley Dubois. Soumission en tant que représentante familiale autorisée. Date, 3 jours avant le message vocal. 3 jours. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai laissé la chronologie s'assembler. D'abord, Ashley a soumis le document falsifié, me retirant de l'acte. Ensuite, elle a changé l'email de contact sur le compte bancaire conjoint. Et seulement après que ces étapes aient été complétées, maman a laissé le message vocal. Ce n'était pas une dispute familiale qui avait dégénéré. C'était un plan. Étape 1, étape 2, étape 3. M'enlever des papiers d'abord, puis m'enlever de la famille pour que je ne surveille pas les documents pendant qu'elle me poussait dehors. Ma sœur ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait géré un projet et dans ma profession, chaque projet laisse une trace. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro que Daniel m'avait donné. La réceptionniste m'a transféré à Laura Bennett en moins de 3 minutes une fois que j'ai mentionné 2 phrases spécifiques, signature falsifiée et modification d'acte en attente. Son bureau était situé dans une maison de ville rénovée près de Rittenhouse Square. Des étagères tapissaient les murs du sol au plafond. Un bureau en verre réfléchissait les lumières du plafond, et la chaise en face d'elle était assez ferme pour empêcher quiconque de se détendre trop. Elle m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Je ne voulais pas de réconfort. Je voulais de la clarté. J'ai posé mon dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvait le contrat hypothécaire, l'acte, le formulaire d'amendement falsifié, l'email de la société de titres, le tableur détaillant les 147 000 € que j'avais contribué à la famille. Et la notification bancaire montrant qu'Ashley avait changé l'email de contact sur le compte joint. Laura a examiné les documents comme un chirurgien étudie un scanner. Lentement, silencieusement, sans expression, elle a placé la signature falsifiée à côté de ma vraie signature des documents hypothécaires originaux et les a comparés attentivement. Après 1 minute, elle a retiré ses lunettes et m'a regardé. « Mademoiselle Dubois », a-t-elle dit. « Vous avez 2 problèmes et un avantage. » Elle a tapoté le formulaire d'amendement falsifié. Problème numéro 1, quelqu'un a commis une fraude en utilisant votre identité.
La différence dans la signature seule pourrait soutenir une allégation de falsification. Puis elle a tapoté l'email de la société de titres. Problème numéro 2. Il y a un processus de refinancement en cours sur une propriété dont vous êtes copropriétaire et il semble se dérouler sans votre consentement ou votre connaissance. Elle s'est légèrement penchée en arrière. Ces deux problèmes sont sérieux. Elle a marqué une pause avant de continuer. Votre avantage, cependant, est simple. Vous êtes co-emprunteuse sur l'hypothèque. Vous êtes également répertorié comme copropriétaire sur l'acte. Et selon ces documents, vous êtes l'unique fiduciaire de la fiducie familiale d'Éléonore Dubois. Elle a croisé les mains. Cela signifie que rien ne bouge sans votre signature. Pas le refinancement, pas le changement d'acte, pas un seul euro de cette fiducie. Elle a de nouveau pointé le document falsifié. Et la seule chose qu'ils n'ont pas pu obtenir, c'est votre vraie signature. Je suis resté silencieuse un instant avant de poser la question qui se formait dans mon esprit depuis mardi soir. Que se passe-t-il si j'arrête ? Elle a légèrement incliné la tête. Arrêtez quoi ? Tout, ai-je dit. Arrêtez de payer l'hypothèque. Arrêtez de signer des documents. Arrêtez d'être l'infrastructure qui maintient tout cela ensemble. Laura a croisé à nouveau les mains. Alors, tout le système s'effondre sous son propre poids. Elle l'a expliqué calmement. La banque enverra des avis. Le processus de refinancement mourra. La fiducie restera bloquée. Chaque structure financière dont ils dépendent gèlera jusqu'à ce que vous décidiez autrement. Elle a laissé les mots s'installer avant d'ajouter un dernier détail. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Une signature falsifiée sur une modification d'acte n'est pas seulement un problème civil. En Pennsylvanie, cela peut être considéré comme un délit pénal. Elle a marqué une pause. Je ne dis pas que vous devez suivre cette voie, mais vous devriez comprendre que vous avez le choix. Soudain, la chaise ne semblait plus inconfortable. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Je n'avais pas écouté l'appel d'Ashley depuis la nuit où il avait eu lieu, 2 mois plus tôt. À l'époque, j'avais classé cet appel sous ennuyeux mais inoffensif, juste Ashley étant Ashley, essayant de se frayer un chemin pour obtenir ce qu'elle voulait avec une voix douce et une demande latérale. Mais maintenant, avec tout ce que j'avais découvert, la conversation sonnait complètement différemment. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture. La voix d'Ashley a rempli ma tête, chaleureuse et détendue, la façon dont elle sonnait toujours quand elle voulait quelque chose, mais ne l'avait pas encore demandé directement. Honnêtement, Serena, tu es tellement occupée tout le temps. Tu as ton travail, ton appartement, toute ta vie à Philadelphie. Ne serait-il pas plus facile si tu prenais un peu de recul ? Laisse maman gérer la fiducie et les affaires de la maison. Si ton nom n'était pas sur tout, tu n'aurais plus à t'inquiéter des paiements. Ce serait probablement un soulagement, n'est-ce pas ? Quand j'ai entendu ces mots pour la première fois, j'avais supposé qu'elle était simplement maladroite, pas malveillante, juste Ashley essayant de se simplifier les choses. Puis est venue la phrase, minute 32 de l'enregistrement. J'ai mis l'audio en pause, je l'ai remonté, j'ai appuyé sur lecture. J'ai juste besoin que tu te retires de la fiducie et de l'acte. Besoin, pas envie, pas peut-être que cela aiderait. Besoin. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle prévoyait de faire. Elle l'avait dit clairement dans un téléphone qui avait annoncé l'enregistrement au début de l'appel. Et quand je n'ai pas proposé de disparaître des papiers, elle a falsifié ma signature et a fait en sorte que maman délivre l'avis d'expulsion déguisé en décision familiale. J'ai sauvegardé l'enregistrement à nouveau. Stockage cloud, clé USB, et une autre copie envoyée par email à moi-même. 3 sauvegardes, parce que dans ma famille, la vérité avait l'habitude de disparaître. Je ne savais pas encore exactement quand j'utiliserais cet enregistrement ni comment, mais je savais une chose avec certitude. C'était la carte qu'Ashley n'avait pas réalisé que je détenais, et j'attendrais le moment parfait pour la mettre sur la table. Vendredi soir, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner. Juste des pâtes. Rien d'élaboré. Principalement quelque chose pour occuper mes mains. Mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. J'ai répondu presque automatiquement. La dernière fois que mon père avait appelé 2 fois en une seule semaine, c'était quand il avait fini aux urgences. L'habitude a pris le dessus. La fille responsable répondant à l'appel responsable.
Mais ce n'était pas papa. Serena Marie Dubois, la voix de ma mère, nom complet, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente de nouveau âgé de 11 ans. Je ne sais pas ce qui vous arrive, Nicole Dubois a dit brusquement. Mais vous êtes en train de détruire cette famille. Votre père n'a pas dormi depuis 3 jours. La banque a envoyé une lettre concernant l'hypothèque. La compagnie d'assurance dit que notre couverture se termine. Et maintenant Ashley me dit que vous vous cachez derrière un avocat comme si nous étions des étrangers. J'ai baissé la flamme de la cuisinière au minimum. Maman, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne m'appartiennent plus, ai-je répondu. Vous avez dit que je ne faisais pas partie de la famille. Si je ne fais pas partie de la famille, je ne suis pas non plus financièrement responsable de la famille. Silence. 2 temps. 3. Puis elle a essayé le coup suivant. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années où je t'ai élevé, c'est comme ça que tu me rembourses. La voilà. Le scénario. Le même récit de culpabilité qui m'avait poussé à écrire des chèques pendant 6 ans. J'ai sacrifié. Vous me devez un registre familial invisible où mon côté du bilan était toujours négatif. Maman, ai-je dit doucement. Je ne rembourse rien. J'ai fini de payer. Il y a une différence. Sa respiration s'est accélérée. Vous allez regretter cela, Serena. Je vous le dis maintenant, un jour vous regarderez en arrière sur ce moment et vous vous sentirez honteuse. Peut-être, ai-je dit. Mais si je suis honteuse, ce sera pour mes propres raisons, pas parce que vous me l'avez dit. J'ai terminé l'appel. J'ai posé le téléphone sur le comptoir à côté de la cuisinière. Mes mains tremblaient. La casserole d'eau pour les pâtes avait commencé à déborder, sifflant contre la plaque de cuisson. Je ne pleurais pas. Ou si je le faisais, ce n'était pas la culpabilité. C'était le deuil qui arrive quand on réalise enfin que la personne que l'on espérait que sa mère deviendrait n'a jamais existé et qu'aucun paiement hypothécaire ne pourrait la construire en cette personne. J'ai éteint la plaque. Je n'avais plus faim. Mais un détail est resté avec moi alors que je me tenais là, dans la cuisine silencieuse, avec la vapeur s'élevant autour de moi. Maman n'avait jamais mentionné la signature falsifiée. Pas une seule fois, ce qui signifiait l'une des deux choses, soit elle ne savait pas ce qu'Ashley avait fait, soit elle le savait et avait décidé que cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas sûr de laquelle des possibilités était la pire. Samedi matin, mon téléphone était devenu un tableau d'affichage de messages de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. D'abord, un SMS de tante Patricia Collins, la sœur cadette de maman. Chérie, ta mère est désemparée. Quel que soit ce désaccord, ne pourriez-vous pas simplement parler? Elle dit que vous essayez de prendre la maison. Puis oncle Édouard Dubois, du côté de papa, a entendu des choses par le bouche-à-oreille familial. Tu sais que la famille devrait passer en premier, n'est-ce pas? Ne laisse pas l'argent gâcher ce qui compte. Puis un cousin que j'avais rencontré exactement 2 fois de ma vie. Salut Serena, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais Ashley semble vraiment blessée. Peut-être que tu devrais appeler ta mère. Les messages continuaient d'arriver toute la matinée. Des mots différents, les mêmes empreintes digitales. Finalement, j'ai ouvert Facebook. Je n'avais rien publié depuis des semaines, mais j'avais un pressentiment. Et là, il était. La nouvelle publication d'Ashley postée à 23h la nuit précédente. Quand votre propre sang vous tourne le dos pour de l'argent, la famille ne devrait jamais être une question de transaction. Certaines personnes ne se soucient que du contrôle. Priant pour la guérison. 47 j'aime, 22 commentaires, des émojis cœur, des mains en prière. Reste forte, chérie, de la part de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Un commentaire de tante Patricia. Oui, ai-je pensé. Elle éclate. Ma poitrine s'est serrée. La vieille envie a fait surface. Expliquer tout. Corriger l'histoire. Publier les reçus. Montrer le tableur. La signature falsifiée. Le message vocal. J'ai tapé 3 réponses différentes, j'ai supprimé les 3. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Daniel Brox m'avait dit 2 jours plus tôt en prenant un café. J'avais admis que j'avais peur de devenir le méchant dans l'histoire d'Ashley. Daniel a remué son café lentement et a dit sans même lever les yeux. Ne combat pas le récit sur leur terrain.
Amène la vérité dans la bonne pièce. La bonne pièce. Pas Facebook. Pas un chat de groupe familial. Pas un appel téléphonique où maman pouvait raccrocher dès que les faits devenaient inconfortables. Un endroit avec une table, avec des avocats, avec des documents, un endroit où les larmes ne pouvaient pas l'emporter sur les preuves et où le fait d'être la victime devait rivaliser avec les horodatage. J'ai fermé Facebook, j'ai ouvert mon email et j'ai écrit à Laura Bennett. Je pense qu'il est temps pour la réunion. Tous face à face avec les documents. Laura a répondu 11 minutes plus tard. D'accord. Je coordonne avec Michael Turner. Vendredi, mon bureau. 5 jours. 5 jours avant que chaque histoire qu'Ashley avait racontée ne doive survivre à une table de conférence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis versé une deuxième tasse de café. Mes mains étaient stables. Lundi après-midi, Laura Bennett m'a appelé depuis son bureau et a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse écouter pendant qu'elle parlait à Michael Turner, l'avocat représentant ma mère. La conversation était polie de la même manière qu'un match d'échecs est poli. Chaque phrase délibérée, chaque mot mesuré. Monsieur Turner, a commencé Laura calmement. Je représente Serena Dubois. Comme vous le savez, ma cliente est co-emprunteuse sur l'hypothèque et copropriétaire de l'acte de la propriété actuellement occupée par votre cliente. Elle est également la fiduciaire unique de la fiducie familiale d'Éléonore Dubois. Je suis au courant de la structure financière, a répondu Turner. Sa voix portait ce ton prudent et neutre que les avocats utilisent lorsqu'ils choisissent chaque mot. Vous devriez également savoir, a poursuivi Laura, qu'un formulaire de modification d'acte a été soumis à la société de titres portant la signature de ma cliente, une signature que ma cliente n'a pas exécutée. Une comparaison côte à côte montre des divergences claires. Le service de fraude de la banque a déjà signalé le document et gelé le refinancement en attente. Silence. Je l'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes de calme d'un homme qui facturait probablement 400 € de l'heure. Finalement, il a parlé à nouveau. Vous alléguez, a dit Turner lentement, que ma cliente a soumis un document falsifié. Je déclare qu'un document portant le nom de ma cliente a été déposé avec une signature qu'elle n'a pas fournie, a répondu Laura d'un ton égal. La société de titres et le prêteur ont été informés. L'enquête de fraude de la banque est déjà en cours et indépendante de notre bureau. Une autre pause a suivi. Quand Turner a parlé à nouveau, le ton calme de sa voix s'est étendu. Je devrais discuter de cela avec mes clientes. Je vous recommanderais de le faire rapidement, a répondu Laura. De préférence avant que la division de fraude de la banque ne le fasse pour vous. Ils ont confirmé la réunion pour vendredi. Lorsque l'appel s'est terminé, Laura s'est tournée vers moi. La pause m'a tout dit. Il ne connaissait pas la signature falsifiée, a-t-elle dit. Elle a croisé les mains sur le bureau. Cela signifie l'une des deux choses. Soit votre mère ne l'a pas dit à son propre avocat, soit elle ne le savait pas. Si maman ne le savait pas, ai-je dit doucement. Alors Ashley a fait cela seule. Laura a légèrement incliné la tête. A-t-elle dit quelque chose à quelqu'un? Oui, ai-je dit. Moi. Lors d'un appel enregistré. Les yeux de Laura se sont légèrement plissés, non pas de suspicion, mais de quelque chose de plus proche de la satisfaction. Vendredi va être très intéressant. Mercredi soir, je faisais le ménage après le dîner, rinçant des assiettes sous l'évier, quand mon téléphone a sonné. Papa. En fait, papa cette fois. Serena. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Pas en colère. Pas essayant d'imiter l'autorité de maman. Juste fatigué. Le genre de fatigue qui s'installe dans les os d'une personne. Salut, papa. Notre avocat a appelé aujourd'hui, a dit Steven Dubois lentement. Il a mentionné qu'il y avait un problème avec les papiers de la maison. Quelque chose à propos d'une signature qui ne correspond pas. Il a marqué une pause. J'ai laissé le silence s'étirer pendant que l'eau continuait de couler dans l'évier. Il a dit que quelqu'un avait peut-être signé votre nom sur un document. C'est exact, ai-je répondu. Encore une pause. Savez-vous qui l'a fait? Vous devriez demander à Ashley. La respiration de l'autre côté du téléphone s'est arrêtée. Ashley. Le formulaire d'amendement a été soumis sous son nom, ai-je dit. Désignée comme représentante familiale autorisée.
Elle l'a déposé 3 jours avant que maman ne me laisse ce message vocal. Silence assez long pour que je vérifie brièvement l'écran pour m'assurer que l'appel n'était pas tombé. Il n'était pas tombé. Le chronomètre comptait toujours. Vous êtes sûr de cela, a-t-il finalement demandé. J'ai les enregistrements de soumission, ai-je dit. Mon avocat a la comparaison de signature. La banque l'a déjà signalé comme une fraude potentielle. Oui, papa. Je suis sûr. J'ai entendu un faible son au téléphone, une chaise qui craquait. Peut-être venait-il de s'asseoir. Ou peut-être que ses genoux avaient légèrement flanché. Je vais parler à ta mère à ce sujet. Et voilà la phrase. Je l'avais entendue 100 fois en grandissant. Laisse-moi parler à ta mère. Le report permanent. Un homme qui ne formait jamais vraiment une opinion avant d'en avoir discuté avec Nicole Dubois d'abord. Papa, ai-je dit doucement. Je ne demande pas la permission. Et je ne vous demande pas de réparer cela. Vous m'avez posé une question. J'y ai répondu. Si la famille veut résoudre cela, c'est vendredi, au bureau de Laura, avec des documents. Serena, je t'aime, papa, ai-je dit. Mais j'ai fini de parler à travers les murs. J'ai terminé l'appel. L'eau dans l'évier était devenue froide. J'ai séché lentement mes mains et je suis resté là dans la cuisine silencieuse pendant un long moment. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était la tristesse. Le son d'un homme de 59 en réalisant que la fille qui disait la vérité depuis le début était celle à laquelle il n'avait pas écouté pendant des décennies. Jeudi matin, l'assistante de Laura a envoyé l'invitation de réunion formelle au bureau de Michael Turner. La réunion aurait lieu vendredi à 14 h dans la salle de conférence de Laura. Participants, Serena Dubois, Nicole Dubois, Steven Dubois, Ashley Dubois, Laura Bennett, Michael Turner. Avant la réunion, Laura et moi avons examiné les règles. Si je devais m'asseoir en face de toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, l'émotion ne pouvait pas contrôler la pièce. La structure devait le faire. Règle 1, pas de cris. Si quelqu'un élevait la voix, la réunion se terminerait immédiatement. Ce n'était pas une dispute familiale dans une cuisine. C'était une discussion professionnelle. Règle 2, chaque affirmation nécessitait une documentation. N'importe qui pouvait dire ce qu'il voulait dans cette pièce. Mais s'ils voulaient que leurs mots comptent, ils avaient besoin de preuves derrière eux. Du papier. Règle 3 était simple. Je présenterai en premier mon calendrier, ma documentation, mes preuves. Aucune interruption. Les questions viendraient après. Michael Turner a accepté les 3 règles en 1 heure. Il n'a contesté aucune d'entre elles. Cela m'a dit quelque chose d'important. Ses clientes avaient besoin de moi bien plus que j'avais besoin d'elles. Elles avaient besoin de ma signature, de mes paiements, de ma coopération. Sans ces choses, elles étaient confrontées à un refinancement gelé, à une police d'assurance annulée, à une fiducie bloquée, et à une hypothèque qu'elles ne pouvaient pas supporter seules. Alors, j'ai préparé mon dossier de la même manière que je prépare un portefeuille client, organisé, étiqueté, dévastateur. Onglet 1, le tableur. 147 000 € de contribution totale. Onglet 2, la signature falsifiée placée à côté de ma signature authentique. Onglet 3, la piste de mai montrant les modifications non autorisées d'Ashley sur le compte bancaire conjoint. Onglet 4, la chronologie, modification de l'acte, changement de mail, message vocal, retrait du chat de groupe familial, chaque événement daté, chaque action documentée. Et glissé à l'intérieur de la couverture arrière, scellée dans une petite enveloppe, se trouvait une clé USB contenant l'enregistrement. Je n'avais toujours pas décidé si je le jouerais. Cela dépendait entièrement de ce qui se passerait dans la pièce, de savoir si Ashley dirait la vérité, ou si elle suivrait son scénario habituel. Ce soir-là, Daniel Brox m'a envoyé un SMS, prête pour demain. J'ai répondu, dossier emballé, main stable. Il a répondu 1 minute plus tard. Tu ne leur dois pas d'explication. Ils te la doivent. Va la chercher. J'ai mis mon réveil à 6 h du matin, préparé mes vêtements et je me suis forcé à boire une tisane à la camomille. Quelque chose que je déteste, mais quelqu'un m'avait dit une fois que cela aidait à calmer les nerfs. La tisane n'a pas aidé. Le dossier sur ma table de nuit, oui. Vendredi 14 h. Salle de conférence de Laura Bennett,
troisième étage de la maison de ville. Parois de verre, une longue table en noyer, 6 chaises en cuir, une image d'eau que personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai posé mon dossier sur la table, alignant soigneusement les bords. Laura s'est assise à ma gauche, ordinateur portable ouvert, bloc-notes prêt. Nous n'avons parlé ni l'une ni l'autre. La pièce sentait légèrement le toner d'imprimante et la solution de nettoyage au citron. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman Nicole Dubois est entrée la première, chemisier bleu marine, menton levé, son sac à main pressé contre son côté comme une armure. Elle m'a regardé pendant exactement une seconde, pas mon visage, mais le dossier. Puis elle a traversé la pièce et s'est assise dans la chaise la plus éloignée sans dire un mot. Papa Steven Dubois est entré derrière elle. Polo gris, main dans les poches. Il m'a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son expression. Pas tout à fait la culpabilité, pas tout à fait la honte, quelque chose entre les deux. Il s'est assis à côté de maman et a croisé les mains sur la table. Puis Ashley est entrée en dernier. Cette partie était délibérée. Elle portait un cardigan rose pâle sur un chemisier blanc. Ses yeux étaient rouges sur les bords, récemment frottés. Peut-être de vraies larmes, peut-être de fausses. Sa lèvre inférieure tremblait légèrement, la même expression qu'elle avait perfectionnée à l'école primaire. Elle a rapproché sa chaise de celle de maman et a tendu la main pour prendre la sienne sous la table. La performance était impeccable. Si vous ne connaissiez pas le scénario, vous auriez pensé qu'elle était la victime ici. Michael Turner est entré derrière elle, costume gris, poignée de main ferme avec Laura, un bref hochement de tête dans ma direction. Il a pris place au bout de la table, positionné entre les deux côtés, techniquement neutre, pratiquement inutile. Laura a ouvert la réunion. Merci à tous d'être venus. Cette réunion existe pour aborder les questions financières et juridiques survenues ces dernières semaines. Comme convenu précédemment, Serena Dubois présentera en premier. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier. Puis j'ai levé les yeux. Pour la première fois depuis que ce message vocal avait essayé de m'effacer de la famille, j'ai croisé les yeux de ma mère. Je vais commencer, ai-je dit, par un chiffre. J'ai glissé le tableur au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour le dossier. 147 000 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. Cela, ai-je dit calmement, est ce que j'ai contribué à cette famille au cours des 6 dernières années. J'ai tapoté la page. Paiements hypothécaires pour la maison d'Ardmore, 68 400 €. Leur régime d'assurance maladie privée, 21 000 €. Le prêt auto d'Ashley, 6 200 €. Dépenses d'urgence, factures médicales, réparation de toit, acompte de caution, soins dentaires, le reste. J'ai marqué une pause. Chaque paiement est documenté. Date, montant, relevé bancaire. Tout est sur cette feuille. Les yeux de maman se sont lentement déplacés vers le bas de la page. Je l'ai regardé lire comme on lit un rapport médical inattendu. Ceci, ai-je dit doucement. C'est ce que j'ai donné, pas en tant que seul, pas à cause d'un contrat, simplement parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille. Maman a ouvert la bouche pour parler. Laura a levé un seul doigt. Calme, ferme. Madame Dubois, vous aurez votre occasion. J'ai retiré le document suivant du dossier. 2 pages côte à côte. Je les ai posées sur la table et je les ai tournées pour que tout le monde puisse voir clairement. À gauche, ai-je dit, se trouve ma signature du contrat hypothécaire original signé il y a 3 ans. J'ai tapoté la 2e page. À droite se trouve une signature soumise sur une modification d'acte demandant mon retrait du titre de propriété. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé et je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le découvre dans mon email après avoir été retiré de cette famille par message vocal. Michael Turner s'est penché, examinant attentivement les 2 signatures, sa mâchoire se contractant. Le document, ai-je continué, a été soumis électroniquement par Ashley Dubois, répertoriée comme représentante familiale autorisée. J'ai laissé la phrase suivante atterrir lentement. 3 jours avant le message vocal. La pièce a changé. Aucun bruit, juste une pression dans l'air. La main de papa s'est portée à son front. Turner s'est penché en arrière lentement dans sa chaise. La poignée d'Ashley sur la main de maman sous la table s'est resserrée.
Et maman. Maman a regardé les documents, puis moi. Puis finalement, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, elle s'est tournée vers Ashley. Qu'est-ce que c'est? Elle dit que quelqu'un a falsifié ma signature, ai-je dit calmement. Pour retirer ma propriété d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qu'il avait fait. Je n'avais pas besoin de le faire. Tous les yeux dans la pièce s'étaient déjà tournés vers Ashley. Ashley a lâché la main de maman. Ce n'est pas. C'est insensé, a-t-elle dit rapidement. Sa voix s'est élevée pendant qu'elle parlait. Serena fait ce qu'elle fait toujours. Elle tord les choses. Elle manipule la situation pour se faire passer pour la victime parce qu'elle ne peut pas accepter que nous. Je n'ai pas élevé la voix. Ashley, juste un mot. Plat. Calme. Cela a coupé sa phrase comme une lame à travers le papier. Avant que vous ne terminiez cette pensée, ai-je dit calmement. Je veux que vous entendiez quelque chose. J'ai fouillé dans l'arrière de mon dossier, j'ai sorti la petite enveloppe et j'ai retiré la clé USB. L'ordinateur portable de Laura était déjà connecté au haut-parleur assis sur la table de conférence. J'ai branché le lecteur, ouvert le fichier et laissé le curseur planer au-dessus du bouton de lecture. Ceci est un enregistrement d'un appel téléphonique entre Ashley et moi, ai-je dit. Il a eu lieu 2 mois avant le message vocal. L'appel a été divulgué au début. Mon application d'enregistrement s'annonce par une tonalité de notification audible. J'ai regardé Michael Turner. Si vous souhaitez contester l'authenticité, Monsieur Turner peut faire vérifier le fichier. Le visage d'Ashley est devenu pâle, pas rouge, blanc, le genre de blanc qui apparaît lorsque le sang quitte soudainement la surface. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce. Chaleureuse, décontractée, persuasive. J'ai juste besoin que tu te retires de la fiducie et de l'acte. Ensuite, tout devient plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé ma mère. Elle fixait le haut-parleur comme si cela l'avait frappé physiquement. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai regardé papa. Ses yeux étaient fermés. Ses mains toujours pressées contre son front. J'ai regardé Michael Turner. Il avait posé son stylo et croisé ses mains. La posture silencieuse d'un avocat recalculant la position de l'échiquier. Et finalement, j'ai regardé Ashley. Elle fixait maman, attendant la bouée de sauvetage sur laquelle elle avait toujours compté. La défense immédiate, le familier et elle ne le pensaient pas. La redirection automatique du blâme vers moi. Maman n'a pas regardé en arrière. 15 secondes de silence. Je les ai comptées comme on compte les secondes entre un éclair et le tonnerre, mesurant à quel point le coup était proche. Ce fut le silence le plus fort que ma famille ait jamais produit. Ashley a craqué la première. C'est complètement sorti de son contexte, a-t-elle dit rapidement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je parlais juste. Les gens disent des choses. La voix de Laura a coupé calmement. L'enregistrement est horodaté 2 mois avant qu'un amendement d'acte falsifié portant la signature de Madame Dubois ne soit soumis. Je dirais que le contexte est extrêmement clair. Ashley s'est tournée vers maman à nouveau. Sa lèvre tremblait. Peut-être de vraies larmes cette fois. Peut-être pas. Maman, tu me crois, n'est-ce pas? Elle tord tout. Elle fait toujours ça. Nicole Dubois n'a pas regardé sa fille cadette. Elle fixait le tableur devant elle, la colonne intitulée E total, le chiffre en bas représentant 6 années de vie de sa fille aînée convertie en euros. 6 années payées sans un seul merci. Elle n'a rien dit. Et dans ce silence, précis et dévastateur, quelque chose a changé dans la pièce qui ne changerait jamais. J'ai lentement fermé mon dossier. Le doux bruit du couvercle rencontrant la dernière page fut le seul bruit dans la pièce. Maman s'est finalement tournée vers moi. Sa voix était plus petite maintenant. Serena, je ne savais pas pour la signature. Je te le jure, je ne le savais pas. Je crois que vous ne saviez pas pour la signature, ai-je dit doucement. Elle a expiré, soulagée pendant une seconde. Mais vous saviez quand vous avez enregistré ce message vocal. Le soulagement a disparu. Vous saviez quand vous m'avez retiré du chat de groupe familial. Ses épaules se sont affaissées. Vous saviez chaque fois qu'Ashley vous racontait une histoire sur moi,
et vous n'avez jamais appelé une seule fois pour demander si c'était vrai. J'ai marqué une pause. Vous avez choisi la version la plus facile à croire, et j'en ai payé le prix en argent, en années. À chaque fête où j'étais assise à l'extrémité de la table en faisant semblant que tout allait bien. Maman a baissé la tête. Pas tout à fait un hochement de tête, plus comme si quelque chose en elle avait cédé un peu. Je me suis levé. Voici ce qui se passe ensuite. Ma voix est restée stable, professionnelle. Le même ton que j'utilise lorsque je délivre un rapport de risque à un client qui ne veut pas entendre les chiffres. La fiducie sera transférée à une société de gestion professionnelle. Je me retire en tant que fiduciaire, mais les conditions que grand-mère a établies resteront en place. Dépenses d'éducation et de santé seulement. J'ai regardé autour de la table. Je ne ferai plus de paiement pour l'hypothèque. Vous avez 90 jours pour obtenir un nouveau financement ou décider quoi faire de la propriété. Je ne ferai pas un autre paiement. Puis je me suis tourné légèrement vers Michael Turner. Quant à la signature falsifiée, je ne porte pas plainte pénale pour le moment, mais chaque document, chaque message, et chaque enregistrement a été conservé par mon avocat. Finalement, j'ai regardé Ashley. Elle fixait la table maintenant, son cardigan rose serré autour de ses épaules. La performance s'était effondrée. Ce qui restait ressemblait plus à quelque chose de réel. Ashley, ai-je dit doucement. Je ne te déteste pas, mais je ne te fais pas confiance. Et je n'ai pas besoin de le faire. J'ai ramassé mon dossier, j'ai fait un signe de tête à Laura et je me suis dirigé vers la porte. La voix de papa m'a arrêté. Serena. Elle a craqué quand il a dit mon nom. J'ai marqué une pause avec ma main sur la poignée, mais je ne me suis pas retourné. 90 jours, papa, ai-je dit. Utilisez-les judicieusement. La porte s'est fermée derrière moi avec un petit clic. Mes talons ont résonné dans le couloir, stable, sans hâte. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'avais déjà dit. En marchant vers ma voiture, je me suis brièvement demandé si j'aurais dû gérer cela différemment, si j'aurais dû être plus douce, si j'aurais dû essayer une conversation de plus avant de tout démanteler. Une petite partie de moi voulait toujours croire qu'une seule conversation honnête aurait pu tout arranger. Mais chaque conversation de ces 6 dernières années s'était terminée de la même manière, moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Auriez-vous leur donné une autre chance? Ou seriez-vous sorti de cette pièce exactement comme moi? Dites-le moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, tout a commencé à tomber exactement là où la gravité le disait. La maison est arrivée en premier. Sans moi comme co-emprunteuse, le refinancement familial était définitivement mort. La banque a envoyé un avis formel peu de temps après. Nicole Dubois avait 90 jours pour soit reprendre les paiements hypothécaires complets par elle-même, soit trouver un nouveau co-emprunteur avec un crédit acceptable, soit faire face au début des procédures de saisie. Son score de crédit ne pouvait pas supporter le prêt à lui seul. Pas même de loin. En une semaine après la réunion, la fiducie familiale d'Éléonore Dubois a été transférée à une société fiduciaire agréée à Philadelphie. Chaque euro a été comptabilisé. Chaque retrait futur nécessiterait désormais un examen indépendant pour confirmer qu'il suivait les conditions que ma grand-mère avait établies. Éducation, dépenses médicales, rien d'autre. Ashley ne pouvait plus charmer, pleurer ou falsifier son chemin près de cet argent. La situation de l'assurance a suivi. 30 jours après mon avis d'annulation, la couverture maladie de mes parents a pris fin. D'ici jeudi de cette semaine-là, maman était au téléphone avec le marché de l'assurance apprenant ce que l'assurance coûte réellement lorsque quelqu'un d'autre ne paie pas la facture. Presque le double de ce que j'avais couvert. 10 jours après la réunion, Michael Turner s'est officiellement retiré en tant qu'avocat de la famille Dubois. Sa lettre citait des divergences factuelles irréconciliables, un langage juridique poli pour une vérité plus simple. Votre fille a commis une fraude et vous ne l'avez pas divulguée. Ils étaient maintenant sans conseil juridique. Pendant ce temps, le récit social qu'Ashley avait soigneusement construit en ligne a commencé à se fissurer. Patricia Collins, la sœur de maman, l'a appelé après la réunion et a commencé à poser des questions inconfortables. Un cousin du côté de papa m'a envoyé un SMS directement. J'ai entendu quelque chose à propos de documents falsifiés. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les faits faisaient déjà leur propre tournée de presse.
Rien de ce qui s'est passé n'était une vengeance. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai pas conçu leur effondrement. Je me suis simplement retiré d'une structure qui n'avait tenu que parce que j'étais celle qui la soutenait. Une fois que j'ai lâché prise, elle s'est comportée comme n'importe quelle structure non soutenue, elle s'est effondrée, non pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle n'avait jamais été construite pour se tenir seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi tranquille, j'étais assise sur mon canapé en train de lire un vrai livre, page papier, pas d'écran, quand mon téléphone a sonné. Papa. Sa voix sonnait plus mince que d'habitude, tendue par trop de nuits sans sommeil. Serena, je voulais t'appeler. Salut, papa. Notre avocat a appelé aujourd'hui, a dit Steven Dubois lentement. Il a mentionné qu'il y avait un problème avec les papiers de la maison. Quelque chose à propos d'une signature qui ne correspond pas, il a marqué une pause. J'ai laissé le silence s'étirer pendant que l'eau continuait de couler dans l'évier. Il a dit que quelqu'un avait peut-être signé votre nom sur un document. C'est exact, ai-je répondu. Encore une pause. Savez-vous qui l'a fait? Vous devriez demander à Ashley. La respiration de l'autre côté du téléphone s'est arrêtée. Ashley. Le formulaire d'amendement a été soumis sous son nom, ai-je dit. Désignée comme représentante familiale autorisée. Elle l'a déposé 3 jours avant que maman ne me laisse ce message vocal. Silence assez long pour que je vérifie brièvement l'écran pour m'assurer que l'appel n'était pas tombé. Il n'était pas tombé. Le chronomètre comptait toujours. Vous êtes sûr de cela, a-t-il finalement demandé. J'ai les enregistrements de soumission, ai-je dit. J'ai entendu un faible son au téléphone, une chaise qui craquait. Peut-être venait-il de s'asseoir. Ou peut-être que ses genoux avaient légèrement flanché. Je vais parler à ta mère à ce sujet. Et voilà la phrase. Je l'avais entendue 100 fois en grandissant. Laisse-moi parler à ta mère. Le report permanent. Un homme qui ne formait jamais vraiment une opinion avant d'en avoir discuté avec Nicole Dubois d'abord. Papa, ai-je dit doucement. Je ne demande pas la permission. Et je ne vous demande pas de réparer cela. Vous m'avez posé une question. J'y ai répondu. Si la famille veut résoudre cela, c'est vendredi, au bureau de Laura, avec des documents. Serena, je t'aime, papa, ai-je dit. Mais j'ai fini de parler à travers les murs. J'ai terminé l'appel. L'eau dans l'évier était devenue froide. J'ai séché lentement mes mains et je suis resté là dans la cuisine silencieuse pendant un long moment. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était la tristesse. Le son d'un homme de 59 ans réalisant que la fille qui disait la vérité depuis le début était celle à laquelle il n'avait pas écouté pendant des décennies. Jeudi matin, l'assistante de Laura a envoyé l'invitation de réunion formelle au bureau de Michael Turner. La réunion aurait lieu vendredi à 14 h dans la salle de conférence de Laura. Participants, Serena Dubois, Nicole Dubois, Steven Dubois, Ashley Dubois, Laura Bennett, Michael Turner. Avant la réunion, Laura et moi avons examiné les règles. Si je devais m'asseoir en face de toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, l'émotion ne pouvait pas contrôler la pièce. La structure devait le faire. Règle 1, pas de cri. Si quelqu'un élevait la voix, la réunion se terminerait immédiatement. Ce n'était pas une dispute familiale dans une cuisine. C'était une discussion professionnelle. Règle 2, chaque affirmation nécessitait une documentation. N'importe qui pouvait dire ce qu'il voulait dans cette pièce. Mais s'ils voulaient que leurs mots comptent, ils avaient besoin de preuves derrière eux. Du papier. Règle 3 était simple. Je présenterai en premier mon calendrier, ma documentation, mes preuves. Aucune interruption. Les questions viendraient après. Michael Turner a accepté les 3 règles en 1 heure. Il n'a contesté aucune d'entre elles. Cela m'a dit quelque chose d'important. Ses clientes avaient besoin de moi bien plus que j'avais besoin d'elles. Elles avaient besoin de ma signature, de mes paiements, de ma coopération. Sans ces choses, elles étaient confrontées à un refinancement gelé, à une police d'assurance annulée, à une fiducie bloquée, et à une hypothèque qu'elles ne pouvaient pas supporter seules. Alors, j'ai préparé mon dossier de la même manière que je prépare un portefeuille client, organisé, étiqueté, dévastateur. Onglet 1, le tableur. 147 000 € de contribution totale. Onglet 2,
la signature falsifiée placée à côté de ma signature authentique. Onglet 3, la piste de mai montrant les modifications non autorisées d'Ashley sur le compte bancaire conjoint. Onglet 4, la chronologie, modification de l'acte, changement de mail, message vocal, retrait du chat de groupe familial, chaque événement daté, chaque action documentée. Et glissé à l'intérieur de la couverture arrière, scellée dans une petite enveloppe, se trouvait une clé USB contenant l'enregistrement. Je n'avais toujours pas décidé si je le jouerais. Cela dépendait entièrement de ce qui se passerait dans la pièce, de savoir si Ashley dirait la vérité, ou si elle suivrait son scénario habituel. Ce soir-là, Daniel Brox m'a envoyé un SMS, prête pour demain. J'ai répondu, dossier emballé, main stable. Il a répondu 1 minute plus tard. Tu ne leur dois pas d'explication. Ils te la doivent. Va la chercher. Ai mis mon réveil à 6 heures du matin, préparé mes vêtements et je me suis forcé à boire une tisane à la camomille. Quelque chose que je déteste, mais quelqu'un m'avait dit une fois que cela aidait à calmer les nerfs. La tisane n'a pas aidé. Le dossier sur ma table de nuit, oui. Vendredi 14 h. Salle de conférence de Laura Bennett, 3e étage de la maison de ville. Parois de verre, une longue table en noyer, 6 chaises en cuir, une image d'eau que personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai posé mon dossier sur la table, alignant soigneusement les bords. Laura s'est assise à ma gauche, ordinateur portable ouvert, bloc-notes prêt. Nous n'avons parlé ni l'une ni l'autre. La pièce sentait légèrement le toner d'imprimante et la solution de nettoyage au citron. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman Nicole Dubois est entrée la première, chemisier bleu marine, menton levé, son sac à main pressé contre son côté comme une armure. Elle m'a regardé pendant exactement 1 seconde, pas mon visage, mais le dossier. Puis elle a traversé la pièce et s'est assise dans la chaise la plus éloignée sans dire un mot. Papa Steven Dubois est entré derrière elle. Polo gris, main dans les poches. Il m'a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son expression. Pas tout à fait la culpabilité, pas tout à fait la honte, quelque chose entre les deux. Il s'est assis à côté de maman et a croisé les mains sur la table. Puis Ashley est entrée en dernier. Cette partie était délibérée. Elle portait un cardigan rose pâle sur un chemisier blanc. Ses yeux étaient rouges sur les bords, récemment frottés. Peut-être de vraies larmes, peut-être de fausses. Sa lèvre inférieure tremblait légèrement, la même expression qu'elle avait perfectionnée à l'école primaire. Elle a rapproché sa chaise de celle de maman et a tendu la main pour prendre la sienne sous la table. La performance était impeccable. Si vous ne connaissiez pas le scénario, vous auriez pensé qu'elle était la victime ici. Michael Turner est entré derrière elle, costume gris, poignée de main ferme avec Laura, un bref hochement de tête dans ma direction. Il a pris place au bout de la table, positionné entre les deux côtés, techniquement neutre, pratiquement inutile. Laura a ouvert la réunion. Merci à tous d'être venus. Cette réunion existe pour aborder les questions financières et juridiques survenues ces dernières semaines. Comme convenu précédemment, Serena Dubois présentera en premier. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier. Puis j'ai levé les yeux. Pour la première fois depuis que ce message vocal avait essayé de m'effacer de la famille, j'ai croisé les yeux de ma mère. Je vais commencer, ai-je dit, par un chiffre. J'ai glissé le tableur au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour le dossier. 147 000 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. Cela, ai-je dit calmement, est ce que j'ai contribué à cette famille au cours des 6 dernières années. J'ai tapoté la page. Paiements hypothécaires pour la maison d'Ardmore, 68 400 €. Leur régime d'assurance maladie privée, 21 000 €. Le prêt auto d'Ashley, 6 200 €. Dépenses d'urgence, factures médicales, réparation de toit, acompte de caution, soins dentaires, le reste. J'ai marqué une pause. Chaque paiement est documenté. Date, montant, relevé bancaire. Tout est sur cette feuille. Les yeux de maman se sont lentement déplacés vers le bas de la page. Je l'ai regardé lire comme on lit un rapport médical inattendu. Ceci, ai-je dit doucement. C'est ce que j'ai donné, pas en tant que seul, pas à cause d'un contrat, simplement parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille. Maman a ouvert la bouche pour parler.
Laura a levé un seul doigt. Calme, ferme. Madame Dubois, vous aurez votre occasion. J'ai retiré le document suivant du dossier. 2 pages côte à côte. Je les ai posées sur la table et je les ai tournées pour que tout le monde puisse voir clairement. À gauche, ai-je dit, se trouve ma signature du contrat hypothécaire original signé il y a 3 ans. J'ai tapoté la 2e page. À droite se trouve une signature soumise sur une modification d'acte demandant mon retrait du titre de propriété. J. Et marqué une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé et je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le découvre dans mon email après avoir été retiré de cette famille par message vocal. Michael Turner s'est penché, examinant attentivement les 2 signatures, sa mâchoire se contractant. Le document, ai-je continué, a été soumis électroniquement par Ashley Dubois, répertoriée comme représentante familiale autorisée. J'ai laissé la phrase suivante atterrir lentement. 3 jours avant le message vocal. La pièce a changé. Aucun bruit, juste une pression dans l'air. La main de papa s'est portée à son front. Turner s'est penché en arrière lentement dans sa chaise. La poignée d'Ashley sur la main de maman sous la table s'est resserrée. Et maman. Maman a regardé les documents, puis moi. Puis finalement, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, elle s'est tournée vers Ashley. Qu'est-ce que c'est? Elle dit que quelqu'un a falsifié ma signature, ai-je dit calmement. Pour retirer ma propriété d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qu'il avait fait. Je n'avais pas besoin de le faire. Tous les yeux dans la pièce s'étaient déjà tournés vers Ashley. Ashley a lâché la main de maman. Ce n'est pas. C'est insensé, a-t-elle dit rapidement. Sa voix s'est élevée pendant qu'elle parlait. Serena fait ce qu'elle fait toujours. Elle tord les choses. Elle manipule la situation pour se faire passer pour la victime parce qu'elle ne peut pas accepter que nous. Je n'ai pas élevé la voix. Ashley, juste un mot. Plat. Calme. Cela a coupé sa phrase comme une lame à travers le papier. Avant que vous ne terminiez cette pensée, ai-je dit calmement. Je veux que vous entendiez quelque chose. J'ai fouillé dans l'arrière de mon dossier, j'ai sorti la petite enveloppe et j'ai retiré la clé USB. L'ordinateur portable de Laura était déjà connecté au haut-parleur assis sur la table de conférence. J'ai branché le lecteur, ouvert le fichier et laissé le curseur planer au-dessus du bouton de lecture. Ceci est un enregistrement d'un appel téléphonique entre Ashley et moi, ai-je dit. Il a eu lieu 2 mois avant le message vocal. L'appel a été divulgué au début. Mon application d'enregistrement s'annonce par une tonalité de notification audible. J. Et regardez Michael Turner. Si vous souhaitez contester l'authenticité, Monsieur Turner peut faire vérifier le fichier. Le visage d'Ashley est devenu pâle, pas rouge, blanc, le genre de blanc qui apparaît lorsque le sang quitte soudainement la surface. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce. Chaleureuse, décontractée, persuasive. J'ai juste besoin que tu te retires de la fiducie et de l'acte. Ensuite, tout devient plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé ma mère. Elle fixait le haut-parleur comme si cela l'avait frappé physiquement. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai regardé papa. Ses yeux étaient fermés. Ses mains toujours pressées contre son front. J'ai regardé Michael Turner. Il avait posé son stylo et croisé ses mains ensemble. La posture silencieuse d'un avocat recalculant la position de l'échiquier. Et finalement, j'ai regardé Ashley. Elle fixait maman, attendant la bouée de sauvetage sur laquelle elle avait toujours compté. La défense immédiate, le familier et elle ne le pensaient pas. La redirection automatique du blâme vers moi. Maman n'a pas regardé en arrière. 15 secondes de silence. Je les ai comptées comme on compte les secondes entre un éclair et le tonnerre, mesurant à quel point le coup était proche. Ce fut le silence le plus fort que ma famille ait jamais produit. Ashley a craqué la première. C'est complètement sorti de son contexte, a-t-elle dit rapidement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je parlais juste. Les gens disent des choses. La voix de Laura a coupé calmement. L'enregistrement est horodaté 2 mois avant qu'un amendement d'acte falsifié portant la signature de Madame Dubois ne soit soumis.
Je dirais que le contexte est extrêmement clair. Ashley s'est tournée vers maman à nouveau. Sa lèvre tremblait. Peut-être de vraies larmes cette fois. Peut-être pas. Maman, tu me crois, n'est-ce pas? Elle tord tout. Elle fait toujours ça. Nicole Dubois n'a pas regardé sa fille cadette. Elle fixait le tableur devant elle, la colonne intitulée Total, le chiffre en bas représentant 6 années de vie de sa fille aînée convertie en euros. 6 années payées sans un seul merci. Elle n'a rien dit. Et dans ce silence, précis et dévastateur, quelque chose a changé dans la pièce qui ne changerait jamais. J'ai lentement fermé mon dossier. Le doux bruit du couvercle rencontrant la dernière page fut le seul bruit dans la pièce. Maman s'est finalement tournée vers moi. Sa voix était plus petite maintenant. Serena, je ne savais pas pour la signature. Je te le jure, je ne le savais pas. Je crois que vous ne saviez pas pour la signature, ai-je dit doucement. Elle a expiré, soulagée pendant une seconde. Mais vous saviez quand vous avez enregistré ce message vocal. Le soulagement a disparu. Vous saviez quand vous m'avez retiré du chat de groupe familial. Ses épaules se sont affaissées. Vous saviez chaque fois qu'Ashley vous racontait une histoire sur moi, et vous n'avez jamais appelé une seule fois pour demander si c'était vrai. J'ai marqué une pause. Vous avez choisi la version la plus facile à croire, et j'en ai payé le prix en argent, en années. À chaque fête où j'étais assise à l'extrémité de la table en faisant semblant que tout allait bien. Maman a baissé la tête. Pas tout à fait un hochement de tête, plus comme si quelque chose en elle avait cédé un peu. Je me suis levé. Voici ce qui se passe ensuite. Ma voix est restée stable, professionnelle. Le même ton que j'utilise lorsque je délivre un rapport de risque à un client qui ne veut pas entendre les chiffres. La fiducie sera transférée à une société de gestion professionnelle. Je me retire en tant que fiduciaire, mais les conditions que grand-mère a établies resteront en place. Dépenses d'éducation et de santé seulement. J'ai regardé autour de la table. Je ne ferai plus de paiement pour l'hypothèque. Vous avez 90 jours pour obtenir un nouveau financement ou décider quoi faire de la propriété. Je ne ferai pas un autre paiement. Puis je me suis tourné légèrement vers Michael Turner. Quant à la signature falsifiée, je ne porte pas plainte pénale pour le moment, mais chaque document, chaque message, et chaque enregistrement a été conservé par mon avocat. Finalement, j'ai regardé Ashley. Elle fixait la table maintenant, son cardigan rose serré autour de ses épaules. La performance s'était effondrée. Ce qui restait ressemblait plus à quelque chose de réel. Ashley, ai-je dit doucement. Je ne te déteste pas, mais je ne te fais pas confiance. Et je n'ai pas besoin de le faire. J'ai ramassé mon dossier, j'ai fait un signe de tête à Laura et je me suis dirigé vers la porte. La voix de papa m'a arrêté. Serena. Elle a craqué quand il a dit mon nom. J'ai marqué une pause avec ma main sur la poignée, mais je ne me suis pas retourné. 90 jours, papa, ai-je dit. Utilisez-les judicieusement. La porte s'est fermée derrière moi avec un petit clic. Mes talons ont résonné dans le couloir, stable, sans hâte. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'avais déjà dit. En marchant vers ma voiture, je me suis brièvement demandé si j'aurais dû gérer cela différemment, si j'aurais dû être plus douce, si j'aurais dû essayer une conversation de plus avant de tout démanteler. Une petite partie de moi voulait toujours croire qu'une seule conversation honnête aurait pu tout arranger. Mais chaque conversation de ces 6 dernières années s'était terminée de la même manière, moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Auriez-vous leur donné une autre chance? Ou seriez-vous sorti de cette pièce exactement comme moi? Dites-le moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, tout a commencé à tomber exactement là où la gravité le disait. La maison est arrivée en premier. Sans moi comme co-emprunteuse, le refinancement familial était définitivement mort. La banque a envoyé un avis formel peu de temps après. Nicole Dubois avait 90 jours pour soit reprendre les paiements hypothécaires complets par elle-même, soit trouver un nouveau co-emprunteur avec un crédit acceptable, soit faire face au début des procédures de saisie. Son score de crédit ne pouvait pas supporter le prêt à lui seul. Pas même de loin. En une semaine après la réunion, la fiducie familiale d'Éléonore Dubois a été transférée à une société fiduciaire agréée à Philadelphie. Chaque euro a été comptabilisé.
Chaque retrait futur nécessiterait désormais un examen indépendant pour confirmer qu'il suivait les conditions que ma grand-mère avait établies. Éducation, dépenses médicales, rien d'autre. Ashley ne pouvait plus charmer, pleurer ou falsifier son chemin près de cet argent. La situation de l'assurance a suivi. 30 jours après mon avis d'annulation, la couverture maladie de mes parents a pris fin. D'ici jeudi de cette semaine-là, maman était au téléphone avec le marché de l'assurance apprenant ce que l'assurance coûte réellement lorsque quelqu'un d'autre ne paie pas la facture. Presque le double de ce que j'avais couvert. 10 jours après la réunion, Michael Turner s'est officiellement retiré en tant qu'avocat de la famille Dubois. Sa lettre citait des divergences factuelles irréconciliables, un langage juridique poli pour une vérité plus simple. Votre fille a commis une fraude et vous ne l'avez pas divulguée. Ils étaient maintenant sans conseil juridique. Pendant ce temps, le récit social qu'Ashley avait soigneusement construit en ligne a commencé à se fissurer. Patricia Collins, la sœur de maman, l'a appelé après la réunion et a commencé à poser des questions inconfortables. Un cousin du côté de papa m'a envoyé un SMS directement. J'ai entendu quelque chose à propos de documents falsifiés. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les faits faisaient déjà leur propre tournée de presse. Rien de ce qui s'est passé n'était une vengeance. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai pas conçu leur effondrement. Je me suis simplement retiré d'une structure qui n'avait tenu que parce que j'étais celle qui la soutenait. Une fois que j'ai lâché prise, elle s'est comportée comme n'importe quelle structure non soutenue, elle s'est effondrée, non pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle n'avait jamais été construite pour se tenir seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi tranquille, j'étais assise sur mon canapé en train de lire un vrai livre, page papier, pas d'écran, quand mon téléphone a sonné. Papa. Sa voix sonnait plus mince que d'habitude, tendue par trop de nuits sans sommeil. Serena, je voulais t'appeler. Salut, papa. Je veux te dire que je suis désolé. J'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû poser des questions quand ta mère m'a envoyé ce message vocal. J'aurais dû regarder les papiers moi-même au lieu de supposer que quelqu'un d'autre s'en occupait. J'ai attendu parce qu'avec papa, les excuses arrivaient presque toujours avec un deuxième paragraphe. Mais chérie, y a-t-il une chance que tu puisses nous donner un peu plus de temps avec la maison? La voilà. Ta mère cherche des options, a-t-il poursuivi prudemment. Mais 90 jours, ce n'est pas beaucoup de temps. Si tu pouvais prolonger l'arrangement de co-emprunteur pour quelques mois de plus jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Papa, il s'est arrêté. J'ai entendu les excuses, ai-je dit doucement. Et je l'apprécie. J'ai marqué une pause. Mais j'ai aussi entendu le mais. Vous n'appelez pas juste parce que vous êtes désolé. Vous appelez parce que la famille a de nouveaux besoins de ma signature. Silence. Puis il a dit doucement, les deux, Serena. C'est les deux. Peut-être, ai-je répondu. Mais la réponse est toujours la même. Les 90 jours que je vous ai donnés lors de la réunion sont toujours valables. Rien ne change. Ta mère a peur de perdre la maison, a-t-il dit. Alors maman devrait parler à un conseiller financier, ai-je répondu. Pas à moi. Encore un long silence. Puis la partie qui m'a le plus touché, pas ces mots. Le son de son expiration. Un long soupir vaincu. Le soupir d'un homme qui savait qu'il demandait à la mauvaise fille de réparer un problème créé par l'autre et qui n'avait pas le courage de le dire à voix haute. Je comprends, a-t-il dit finalement. Papa, oui, je t'aime. Cela n'a pas changé. Mais aimer ne signifie pas que je me mets le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Plus maintenant. Il a terminé l'appel sans dire au revoir. Juste un clic silencieux, puis le silence. Le même silence abrupt qui avait répondu aux questions difficiles toute ma vie. J'ai posé le livre et j'ai fixé le plafond. Il s'était excusé et avait demandé une faveur dans le même souffle. Et le plus dur était que je croyais qu'il voulait dire les deux. Les excuses et la requête. Il ne comprenait tout simplement pas que l'un annulait l'autre. Ou peut-être le comprenait-il. Et cette possibilité était encore plus triste. 3 mois ont passé. Les feuilles ont disparu. Le premier gel est venu et est reparti. Philadelphie en janvier ressemblait exactement à ce qu'elle fait toujours, froide, grise, obstinément vivante. Un samedi matin, j'étais assise dans un café près de mon bureau.
mon ordinateur portable était ouvert mais inactif pendant que je regardais les gens passer devant la fenêtre. Un samedi complètement ordinaire. Sans particularité. Et c'était le but. Pour la première fois de ma vie adulte, l'ordinaire me semblait un luxe. Le paiement hypothécaire de 1900 € qui avait l'habitude de quitter mon compte chaque mois restait maintenant dans mon épargne. J'avais constitué un fonds d'urgence pour la première fois. Mes prêts étudiants rétrécissaient enfin plus vite que prévu. J'avais même réservé un vol pour Portland pour un long week-end en février, juste parce que je voulais voir l'océan. Je n'avais jamais réservé de voyage simplement parce que je le voulais avant. Ashley et moi n'avions pas parlé depuis la réunion. Pas de SMS, pas de messages vocaux, même pas un j'aime sur les réseaux sociaux, un silence complet. Une fois par habitude, j'ai vérifié sa page Facebook. Elle avait posté un nouveau statut, recommencer. Aucune explication, aucune mention de moi, aucune mention de la maison, juste la version soigneusement éditée de sa vie présentée à un public qui ne connaissait pas l'histoire en coulisses. J'ai fait défiler sans rien ressentir. Ce vide, l'espace silencieux où la culpabilité avait l'habitude de vivre, me semblait plus proche de la liberté que tout ce que j'avais connu auparavant. Maman a appelé une fois environ un mois après la réunion. Sa voix sonnait différemment. Pas chaleureuse exactement, mais les bordures s'étaient adoucies. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Elle a dit, d'accord. La conversation a duré environ 90 secondes. Pas de culpabilité, pas de demande d'argent, pas de mention d'Ashley. Ce n'était pas une guérison. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un cessez-le-feu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Pour mon anniversaire, papa a envoyé un SMS. 3 mots. Joyeux anniversaire, Serena. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste mon nom et une reconnaissance silencieuse que j'existais toujours. C'était le plus petit geste possible, mais c'était le sien. La maison s'est vendue environ 6 semaines après la réunion. Quand il est devenu clair que personne n'était prêt à signer comme co-emprunteur d'une nouvelle hypothèque, Nicole Dubois a mis la propriété sur le marché. J'ai signé les papiers annulant mon nom de l'acte, les vrais papiers cette fois avec ma vraie signature. Je n'ai pas pris un seul euro de la vente. L'acte répertoriait maman comme propriétaire principale, donc les capitaux propres restants appartenaient légalement à elle. J'avais déjà calculé la perte. Environ 68 000 € de paiements hypothécaires pour une maison dans laquelle je n'ai jamais vécu. Je l'ai radié, pas sur mes impôts, mais dans mon esprit. Le prix de la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Daniel Brox pour un café. Il s'est assis en face de moi, a étudié mon visage une seconde, et a posé une seule question simple. « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Plus légère, ai-je dit, comme si je déposais enfin quelque chose que je n'avais pas réalisé que je portais. Daniel a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois en 6 ans, chaque euro que je gagnais m'appartenait. Pas de l'argent que je devais donner. Pas de l'argent que je sacrifiais pour prouver que je méritais une place dans une famille que je soutenais déjà financièrement. Juste le mien. Silencieusement, ordinairement, magnifiquement mien. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma famille. Je la raconte parce que quelque part, en ce moment même, quelqu'un tient son téléphone et fixe une confirmation de transfert pour de l'argent qu'il ne peut pas vraiment se permettre d'envoyer. Et il se dit la même chose que je me suis dite pendant 6 ans. Ça va. Ils sont de la famille. C'est ce que fait la famille. Ashley n'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui a appris tôt dans la vie que mentir pouvait être récompensé et que les larmes pouvaient ouvrir des portes. Personne ne l'a jamais forcé à faire face à une conséquence qui lui colle vraiment jusqu'à ce que cette conséquence porte mon nom et vienne avec un avocat. Ma mère n'est pas mauvaise. C'est une femme qui a bâti son identité autour du contrôle, autour du fait d'être le centre d'une famille qui suivait un scénario qu'elle avait écrit. Quand j'ai arrêté de jouer mon rôle, elle n'a pas su réagir autrement que par la pression. Ce message vocal n'était pas de la cruauté. C'était la panique déguisée en autorité. Et mon père n'est pas un méchant non plus. C'est un homme qui a passé toute sa vie à choisir le silence plutôt que la confrontation. Un jour, il a réalisé que le silence aussi avait un prix. Il est encore en train d'apprendre cette leçon. J'espère qu'il y arrivera.
Quant à moi, je suis la femme qui a finalement réalisé que le mot famille n'était pas un chèque en blanc. Aimer quelqu'un ne signifie pas financer sa vie pendant qu'il efface la vôtre. Les limites ne sont pas une punition. Les limites sont simplement la vérité dite sans excuse. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma famille dans un an. Je ne sais pas s'il y aura un dîner de Thanksgiving auquel j'assisterai ou un appel téléphonique qui me fera sentir chez moi à nouveau. Et pour la première fois, je suis d'accord de ne pas savoir parce que je ne construis plus ma vie autour de leurs réponses. Et peut-être que c'est la vraie leçon que cette histoire laisse derrière elle. Pendant des années, j'ai cru que la loyauté signifiait l'endurance. Je pensais que l'amour signifiait prouver ma valeur par le sacrifice, par le silence, en écrivant un chèque de plus et en me disant qu'un jour le solde reviendrait vers moi. Mais l'amour qui ne coule que dans une seule direction n'est pas la loyauté. C'est une permission silencieuse pour que quelqu'un d'autre vous efface morceau par morceau. La vérité la plus difficile que j'ai dû apprendre est celle-ci, être nécessaire n'est pas la même chose qu'être apprécié. Quand les gens dépendent de votre force mais ne respectent jamais vos limites, ils ne demandent pas l'amour. Ils demandent l'accès, et au moment où vous fermez cette porte, ils vous appelleront égoïste, froid, ingrat, n'importe quoi pour que votre indépendance ressemble à une trahison. Mais les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont de la clarté. Elles sont le moment où vous arrêtez de vous excuser pour avoir protégé la vie que vous avez travaillé à construire. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire pour votre famille n'est pas de les sauver à nouveau. Parfois, la chose la plus courageuse est de prendre du recul et de les laisser faire face aux conséquences de leur propre choix. Parce que le jour où vous arrêtez de porter le poids de tout le monde est le jour où vous apprenez enfin à quel point vous êtes vraiment forte.